Bienvenue à tous dans ce webinaire co-organisé par Virage Énergie et Negawatt autour de la question comment passer d'une sobriété de crise à des changements durables. Nous sommes ensemble jusqu'à 13 heures. Nous serons trois voix à être avec vous aujourd'hui. On se présentera au fur et à mesure de nos prises de parole. Mais déjà, vous pouvez nous situer les uns les autres. Quelques modalités pour ce webinaire. D'abord, les modalités pratiques. Le webinaire se déroulera en deux parties. On va d'abord prendre un temps sur le paysage de la sobriété. Alors, au sens figuré, pas la question des plans de paysage en lien avec la transition énergétique, mais un peu quand on aborde cette question-là, qu'est-ce qu'on a dans le paysage, dans le décor. Et puis, on focalisera sur une grosse moitié du webinaire sur la question de pratico-pratique maintenant, un zoom sur nos environnements proches, vos environnements proches, et nos retours de terrain, nos regards, pour essayer d'éclairer les vôtres, et puis de s'enrichir mutuellement sur ce que nous avons à mettre à connaissance, à porter à connaissance ou à mettre au débat. De manière pratico-pratique, il y aura deux temps de questions-réponses, un après à mi-parcours et puis un autre à la fin. Pour poser vos questions, nous vous invitons à utiliser le petit outil questions-réponses et non pas la discussion. Le chat, vous pouvez probablement écrire dedans, il n'est pas verrouillé, mais ce n'est pas à cet endroit-là qu'on récupérera les questions pour essayer d'y répondre. Donc, utilisez bien le petit icône questions-réponses pour poser les vôtres. Voilà. Je vous propose qu'on démarre avec la question de qu'est-ce qu'il y en a dans le décor un peu général de cette question de la sobriété. Et ben, je laisse le premier intervenant prendre la parole. Barbara, c'est à toi. Merci Laure. Bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Donc je vais commencer par planter un petit peu le décor, de savoir pourquoi là aujourd'hui on est réunis à plus de 300 pour discuter de ce sujet de la sobriété. Avant de commencer, dire un mot de présentation de Virage Énergie. Donc, il y a une association qui existe depuis 2006, qui travaille sur les sujets de prospective énergétique et sociétale à l'échelle des territoires et qui accompagne les collectivités locales dans leur stratégie de transition énergétique en mettant particulièrement l'accent sur les politiques publiques de sobriété énergétique. Donc, on fait de l'accompagnement, on fait de la formation et on contribue également au débat public sur ce sujet en produisant un certain nombre de ressources, d'ouvrages que vous pouvez retrouver sur notre site internet en téléchargement libre. On va ensuite passer du coup à la slide suivante et revenir sur pourquoi aujourd'hui, là, le 9 mars 2023, on parle de sobriété. En revenant rapidement sur les grands événements qui se sont passés les mois derniers et qui nous ont notamment amené à une sobriété liée à une inflation du prix de l'énergie d'une manière générale et en particulier du prix de l'électricité. Il y a un premier facteur qui est apparu au courant de l'année 2021 qui est lié à la reprise économique suite à la pandémie Covid, donc avec une demande énergétique très forte à l'échelle internationale qui a entraîné une flambée des prix puisqu'on avait aussi plusieurs moyens de production qui étaient au ralenti du fait des confinements successifs. Deuxième facteur de déstabilisation du système énergétique mondial, le déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022, qui là est venu clairement réinterroger l'approvisionnement en gaz, en particulier de l'Union européenne, et qui est venu également déstabiliser le marché énergétique mondial, et en particulier le marché énergétique européen. Ensuite, troisième facteur, un parc nucléaire en France qui, en 2022, n'a pas été totalement disponible pour plusieurs raisons, pour des questions de maintenance qui avaient été notamment reportées à cause des confinements successifs, et puis également par la détection d'un défaut générique sur plusieurs réacteurs qui a fait qu'une bonne partie du parc a été à l'arrêt en 2022. Et un dernier facteur également important qui est celui donc, de l'été 2022, été de sécheresse, qui n'a pas permis au barrage de se remplir totalement et donc qui a rendu la disponibilité électrique aussi beaucoup plus faible à ce niveau-là, ainsi qu'un retard de la France dans le développement des moyens de production renouvelables. Pour rappel, la France est le seul pays des 27 au niveau européen qui n'a pas rempli ses objectifs
de développement des énergies renouvelables à l'horizon 2020. On devait atteindre l'objectif de 23% de la part d'ENR dans la consommation totale et on n'avait atteint que 19%. Donc tout ça a amené à une flambée des prix de l'énergie qui aujourd'hui nous amène sur cette question de la sobriété, mais il ne faut pas oublier qu'il y a également d'autres facteurs qui nous obligent à traiter de ce sujet-là. Le premier facteur, c'est celui du dépassement d'un certain nombre de limites planétaires. On parle beaucoup de dérèglement climatique, mais il y a également des problématiques de pollution atmosphérique, de pollution chimique, de problèmes de fertilité au niveau des sols. Et finalement, c'est le fonctionnement même de nos sociétés dans leur rapport aux ressources naturelles qui doit être interrogé, sachant qu'en corollaire, on a une population mondiale assez conséquente qui ne parvient pas à satisfaire ses besoins fondamentaux. Donc il y a aussi cet enjeu à penser la sobriété à une échelle beaucoup plus globale en allant sur des enjeux environnementaux systémiques et également sur des questions de satisfaction des besoins fondamentaux et de réduction des inégalités sociales. Slide suivante. Donc tout ça nous amène à nous poser une question, celle de la satisfaction de nos besoins et de la façon dont on va satisfaire ces besoins en ayant une consommation de ressources naturelles qui soit la plus juste possible. Aujourd'hui, on va beaucoup parler d'énergie, mais il va sans dire que la sobriété s'applique également à l'eau, au sol, aux métaux. C'est vraiment une approche globale qui est nécessaire et un changement de philosophie, finalement, dans les pratiques qu'on peut avoir au quotidien en tant qu'individu, mais surtout de manière collective à l'échelle de la société. Et donc, il faut interroger nos usages, donc vraiment faire la part de choses entre ce qui est de l'ordre de nécessaire et de ce qui est davantage de l'ordre du superflu, et en corollaire, mettre en place toute une série de mesures de régulation qui s'étendent sur un spectre assez large pour permettre de faire advenir des comportements et un modèle de société qui soit beaucoup plus sobre et qui soit moins dépendant de ressources énergétiques. Slide suivante. Donc tout ça nous amène à proposer aujourd'hui une définition de la sobriété. Donc ici, je vous propose la définition de Virage Énergie. Il y en a d'autres qui existent. Le GIEC a notamment proposé une définition qui est aussi en lien avec la figure du donut qu'on a vu juste un instant. Donc comment on respecte les limites planétaires tout en garantissant le bien-être de la majorité de la population mondiale. Nous, à Virage Énergie, on définit la sobriété donc comme une démarche qui vise à réduire les consommations d'énergie de matière de ressources naturelles de manière générale dans une visée de réduction des émissions de gaz à effet de serre par des changements de comportement, de mode de vie et d'organisation collective volontaire et organisée. On est bien sûr une imbrication entre des transformations individuelles et des transformations collectives, partant du constat qu'un certain nombre de comportements individuels sont aussi conditionnés par des grands cadres génériques, systémiques, l'aménagement du territoire, le temps de travail, le système économique et financier. Parmi ces grands cadres, il y en a d'autres. Et donc la sobriété va interroger tout ça et va nécessiter de mettre en place des changements qui sont organisés, qui sont planifiés et qui se font aussi de manière volontaire, c'est-à-dire qu'il y a aussi un enjeu à co-construire ces changements systémiques et à co-construire les mesures de sobriété qui sont mises en place. Et juste pour rappel, la sobriété est différente de l'efficacité. L'efficacité, elle va permettre d'aller faire des économies d'énergie et des économies de ressources naturelles en améliorant les techniques, les technologies, là où la sobriété, elle, va venir davantage interroger les comportements, les organisations. C'est deux notions qui sont différentes, mais qui sont tout à fait complémentaires. Et les deux sont totalement indispensables pour aller chercher l'intégralité des gisements d'économie d'énergie qui nous permettront notamment d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Slide suivante. Donc tout ça nous demande aujourd'hui, dans un contexte de crise énergétique, dans un contexte où on appelle à une sobriété d'urgence, à vraiment articuler les temporalités de la sobriété. C'est-à-dire qu'il faut apporter des réponses de très court terme. Ces dernières semaines, donc, la problématique était davantage de passer l'hiver 2022-2023 que de répondre à la crise climatique. Et donc il y a un enjeu aussi à ce que cette sobriété d'urgence soit articulée avec une sobriété beaucoup plus systémique, une sobriété qui va s'inscrire dans une temporalité longue. Et donc, ces deux sobriétés-là vont nécessiter dans tous les cas de la cohérence, de la planification, de la transversalité et de la co-construction. L'objectif va être vraiment de transformer l'essai d'une sobriété de crise telle qu'elle nous est proposée et telle qu'elle est aussi appliquée à l'heure actuelle, notamment pour des enjeux de prix de l'énergie à l'échelle des collectivités, mais il y a aussi
un enjeu à vraiment inscrire ces démarches de transformation dans une temporalité qui permette aussi de répondre aux objectifs énergétiques et climatiques de plus long terme. Slide suivante. Et on commence, donc là, au 9 mars, on commence à sortir de la saison de chauffe et à avoir des retours sur ce qu'a permis cette sobriété d'urgence. Donc là, ce que vous avez à l'écran, c'est les chiffres du ministère de la Transition énergétique qui fait un suivi hebdomadaire de la réduction des consommations d'énergie. Et on voit que l'appel à la sobriété, qui a été lancé par le gouvernement à l'automne dernier, a été entendu par un grand nombre de Français et aussi par un grand nombre d'entreprises et de collectivités qui se sont mis à adopter des pratiques moins énergivores. Donc, on constate des baisses aussi bien sur l'électricité que sur la consommation du gaz naturel. Donc, ça nous a permis de passer l'hiver 2022-2023, mais aujourd'hui se pose la question de l'hiver prochain et d'une manière générale d'une transformation plus globale de nos pratiques pour arriver à aller chercher les économies d'énergie qui nous permettront de remplir nos objectifs énergétiques inscrits notamment dans la programmation pluriannuelle de l'énergie et également les objectifs climatiques intégrés dans la stratégie nationale bas carbone. Slide suivante. Ton micro est coupé, Samuel. J'allume mon micro. Merci, bonjour à tous. Donc, Samuel Martin, moi je vais vous parler au nom de Négawatt. On va être deux à parler au nom de Négawatt. Donc, en deux mots, Négawatt, c'est quoi? C'est d'abord une association qui a été créée en 2001 par des professionnels de l'énergie, des praticiens de terrain de l'énergie venant de tous horizons et qui se sont réunis pour porter une autre vision de notre rapport à l'énergie et de notre système énergétique. Donc, notamment à travers de deux grandes missions, développer et capitaliser de l'expertise et la valoriser au travers de prospectives énergétiques, donc les scénarios Négawatt, et du plaidoyer à l'échelle nationale essentiellement. Donc l'association Négawatt aujourd'hui, c'est une équipe salariée, donc de pas loin de 20 salariés aujourd'hui, ça grandit. C'est aussi un groupe de membres actifs bénévoles, tous spécialistes dans leur domaine, et c'est un réseau d'adhérents qui grandit aussi et dont une grande partie sont des acteurs de terrain et sur lesquels on s'appuie pour nos travaux d'expertise. Moi, je fais partie de ces membres actifs et de par mes activités professionnelles aussi, plus spécialement focalisées sur les aspects de mise en œuvre et de retour de terrain dans le secteur du bâtiment. Et à côté de l'association Négawatt, il y a l'Institut Négawatt, une filiale de l'association et un peu le bras opérationnel de l'association, avec comme mission d'accompagner sur le terrain la mise en œuvre de la transition. Et je laisserai Laure compléter par la suite. Donc, slide suivante. Même que Virage Énergie, à Négawatt, on travaille depuis longtemps sur la sobriété. En fait, ce qui sous-tend nos travaux, c'est une démarche Négawatt, donc basée sur le triptyque sobriété, efficacité, renouvelable, et qui correspond à ce que Barbara vient de présenter par rapport au questionnement sur les besoins. Et donc la sobriété sous toutes ses facettes, elle est au cœur de nos activités. On l'explore sur le terrain, on l'étudie, on l'analyse, on la modélise, et on en fait du plaidoyer pour valoriser ses retours et ses analyses, et pour pousser pour que cette démarche, elle devienne une boussole pour les politiques publiques à l'échelon national, et également à l'échelon des collectivités, et Barbara y reviendra tout à l'heure. Sauf que globalement, jusqu'à l'année dernière, c'était non seulement pas du tout une boussole, la sobriété, mais c'était même considéré plutôt de manière péjorative, même au plus haut niveau, donc considéré que ce n'était pas trop acceptable de questionner ses besoins. Et la multicrise récente que Barbara a présentée a complètement renversé la situation, et la sobriété s'est retrouvée d'un coup au centre de la table. Et c'est le slide, effectivement, la sobriété, c'est une force d'action incontournable face à la crise, car elle permet d'agir relativement vite, donc d'apporter des réponses concrètes aux vulnérabilités issues de la crise, donc économiques, sociales, géopolitiques et bien sûr environnementales. Donc quand le gouvernement a lancé la préparation au début de l'été dernier du plan de sobriété national, donc on s'est mobilisé et on a beaucoup contribué. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris dans l'ensemble de nos travaux tout ce qui nous paraissait possible de faire à horizon court terme, et on a compilé nos retours d'expérience pour le décrire et pour le quantifier. Et ça a permis d'illustrer les gisements colossaux à notre disposition, notamment le fait qu'on est assis sur une montagne de gaspillage énergétique, mais que jusqu'à très récemment, ce n'était pas vraiment la priorité c'était plus la priorité, ça a été un moment de soulever le tapis et de voir ce qu'on pouvait enlever. Donc pour plus de détails, je vous renvoie à la publication, il y a le lien dessus, je pense qu'il réapparaîtra aussi dans le chat, pour avoir une présentation détaillée des 50 mesures et de la manière dont on les a proposées.
Donc, slide suivante. Un mot sur l'approche. L'approche qu'on a prise pour organiser, compiler ces connaissances, elle est vraiment basée sur la mise en œuvre. Car notamment, et on y reviendra tout à l'heure, mettre en place des mesures de sobriété aujourd'hui, ça ne se fait pas tout seul. C'est sous conditions. Et donc, on a réfléchi à la manière de présenter nos mesures de manière à anticiper le plus possible les conditions de leur mise en œuvre et faciliter leur déploiement. Et pour cela, on s'est appuyé beaucoup sur nos retours d'expérience de terrain et ce qu'on a pu étudier, qu'on a pu évaluer, notamment par des campagnes de mesures, ce qui nous a permis de quantifier ces gisements. Et on a pioché dans la matière à notre disposition collective à Négawatt en mettant des filtres, c'est-à-dire en sélectionnant les mesures avec des critères similaires. Donc, tout d'abord, l'aspect court terme, qui était le but recherché, c'est-à-dire on s'est concentré sur les mesures à gisements possibles à mobiliser à horizon de 2 ans, mais aussi sur des mesures qui sont toutes éprouvées au niveau de leur faisabilité, donc qui sont toutes basées sur des cas réels qu'on a étudiés, qu'on a évalués, et toujours pour la faisabilité, qui sont toutes à coût nul ou faible, ou avec des temps de retour très rapides, qui ne nécessitent pas des grands investissements rapides. Et enfin, on a sélectionné les mesures aussi qui nous semblaient présenter une acceptabilité citoyenne et politique suffisante, sous condition, mais voilà, donc, ce qui nous a amené à écarter un certain nombre de mesures considérées comme non suffisamment acceptables aujourd'hui. Et donc, avec ces filtres et avec cette approche basée sur la mise en œuvre, on voit qu'on a plutôt raisonné sur la faisabilité court terme, et donc on ne s'est pas limité au périmètre strict de la sobriété, sur des mesures de réduction des consommations à court terme qui mélangent la sobriété et de l'efficacité, mais vues avec ce prisme court terme. Et pour nous, et je vais insister sur ce qu'a dit Barbara, la sobriété, elle est systémique. La démarche Négawatt, c'est une clé de réflexion, c'est une aide à la décision, sur des décisions quotidiennes comme sur des choix plus structurants. Donc la sobriété actuelle, en réponse à la crise, pour nous, elle va au-delà du court terme, c'est-à-dire que la gestion à court terme de la crise, elle doit s'articuler avec la mise en œuvre de politiques structurantes de sobriété à moyen terme, donc sur des investissements dans des infrastructures ou dans des grands programmes, mais aussi pour amplifier et pour pérenniser les actions qui ont commencé à être mises en place aujourd'hui, et notamment toutes les actions qui portent sur la réduction des gaspillages énergétiques inutiles. On a un peu partout, et c'est notamment pour ça qu'on a un tel gisement mobilisable à court terme. Donc, slide suivante. Les mesures qu'on a proposées ici, c'est une illustration sur le secteur tertiaire. On a aussi travaillé sur un certain nombre de mesures sur le secteur résidentiel et un peu moins sur le transport et pas du tout sur l'industrie, faute de temps et de moyens. Mais ici, sur le tertiaire, on voit que ça touche un peu à tous les usages, aux différents endroits où on consomme de l'énergie, donc pas que sur le chauffage, sur tous les usages de chaleur et de consommation d'électricité. Et bon, là, vous ne voyez pas grand-chose, je vous invite à aller revoir, ça c'est une infographie de Libération. La taille des bulles est proportionnelle au gisement. Donc on voit qu'on a deux grands types de mesures. On a des mesures incontournables au vu de leur gisement d'économie, des gros paquets. Et puis on a tout un tas d'autres mesures qui paraissent plus symboliques, au gisement plus limité, mais qui pour nous sont importantes et nous paraissent nécessaires pour avoir un effet d'entraînement et créer une dynamique collective, pour bien mettre en place des mesures un peu partout et un peu par tous. Et c'est la création de cette dynamique collective, avec un rôle de l'État aussi clé dans l'animation de cette dynamique collective, qui fait qu'on va aller mobiliser ce gisement-là. Donc ces mesures qu'on a proposées ne sont pas des changements de mode de vie. Il y a tout un tas de mesures qui sont simplement la réduction de gaspillage énergétique inutile. On a des équipements qui fonctionnent pour rien alors qu'il n'y a personne dedans. Les arrêter, ça n'impacte en rien nos modes de vie. Et il y a d'autres mesures qui sont plus impactantes sur nos habitudes, sur notre confort et sur la manière d'aborder ces questions de confort et de mode de vie. Et donc, je passe la main du coup à Laure, qui va apporter un regard sciences humaines et sociales sur ces questions-là aussi. Merci. Toujours pour planter le décor et un peu aller regarder ce qu'il y a dans le paysage quand on aborde cette question de sobriété, prenons les lunettes là, de les sciences humaines et sociales et voyons un peu ce dont on dispose pour essayer de décrypter ce qui se passe dans le rapport des Français à la sobriété. Alors peut-être déjà pour me présenter, donc Laure Charpentier de l'Institut Négawatt, je complète la présentation tout à l'heure des acteurs Négawatt en disant que du côté de Négawatt, on acte que le savoir ne suffit pas. La portée de la connaissance est absolument indispensable, mais que le facteur humain est vraiment prégnant dans ces questions de sobriété et de transition, et que du coup, moi, je vais plutôt apporter un regard issu des sciences humaines et sociales, où on parle de faire émerger l'envie, de décupler le pouvoir d'agir, de donner confiance dans la dynamique de changement,
Si on veut inscrire des actions qui soient à la hauteur des enjeux, il est indispensable de sortir du yaka faucon, il faudrait, et de regarder ce qu'est la réalité en fait de la capacité humaine et des forces qui sont là pour le changement. Alors, quelques enseignements récents. Si on se pose la question des Français de la sobriété, est-ce que dans le paysage, c'est plutôt un désert aride ou une oasis ressourçante? Alors, ça coexiste aujourd'hui. Il y a peut-être des études, je pense à celle du CREDOC là, que je vous affiche et dont vous aurez les liens, qui nous éclairent sur comment ont été vécues les réactions et les comportements, les changements de comportement adoptés suite à la hausse des prix de l'énergie. C'était même avant la question de la crise en Ukraine, qui a donné un sens complémentaire. Là, c'était vraiment une sorte de réaction, une étude des réactions adoptées face à la hausse des prix. Et ce que nous dit l'étude du CREDOC, c'est qu'il y a eu des changements pour 65% des ménages enquêtés, en l'occurrence, pour adapter et arriver à tenir sur le fil du rasoir un équilibre financier, avec une manière de le vivre qui, pour donc 44% du panel entier, est associé à un sentiment de devoir s'imposer des restrictions. Donc là, en complément sur cette partie-là de la population, en tout cas, des 44% des Français qui, interrogés, se sont imposés des restrictions, il y a un corollaire à faire avec un pourcentage de ceux qui se disent jamais ou seulement occasionnellement heureux. Et il y a un taux supérieur aux deux autres populations. Donc, il y a effectivement une difficulté dans l'appréhension de la sobriété subie qui est vraiment prégnante. Ça, c'est une manière de regarder la question de la sobriété des Français. Mais il y a peut-être un autre regard également qui peut être porté. Et là, c'est effectivement la phrase de conclusion du CREDOC en disant que cette vécu de la sobriété était quelque chose qui ne laisse pas de perspective de durabilité et de désirabilité derrière la question de la sobriété. Mais il y a un autre regard qui nous est apporté par l'ADEME au travers de son travail sur les transitions, les scénarios de transition 2050. On vous mettra la référence. C'est une étude prospective des scénarios qui, les 4, amènent à une neutralité carbone, mais pour autant dessinent des sociétés un peu différentes. Donc, dans les 4 scénarios, l'idée, c'était d'éclairer peut-être des combinaisons de leviers différentes selon les scénarios. Et pour le scénario génération frugale, on est vraiment sur une approche forte de la sobriété, un changement assez radical et rapide et largement partagé de nos modes de vie, nos modes de consommation. Alors que dans le scénario coopération territoriale, c'est un équilibre plus recherché entre les 4 grands critères qui sont présentés là, avec des approches de sobriété un petit peu plus équilibrées par des approches de compensation collective. Donc, dans ces scénarios, dans ces 4 scénarios, on a 2 scénarios avec vraiment une modification en profondeur de le rapport à la consommation. Et ce qu'a fait l'ADEME, il y a beaucoup de matière autour de la description des scénarios, mais là, je focalise sur un panel, en fait. C'est une étude qu'ils ont faite sur cette base-là pour interroger un panel et questionner comment ces scénarios étaient perçus en termes de désirabilité, en termes d'acceptabilité. Le panel de personnes interrogées ont effectivement classé les scénarios, les 1, 2, 3, 4, en fonction de ce qu'ils en percevaient subjectivement en termes de faisabilité, et également comment ils le trouvaient désirable ou moins désirable. Alors, c'est très intéressant parce que les 2 scénarios qui impliquent une modification du rapport à la consommation arrivent effectivement comme les scénarios les plus désirables. Même si dans le scénario S1, qui est assez volontariste, en tout cas, qui met vraiment le curseur haut sur la question de la sobriété avec des obligations, des restrictions, il y a des réactions, effectivement, éventuellement d'inquiétude par rapport à l'autonomie individuelle et la question de se voir imposer des changements de comportement. Le S2 est plus mélangé pour ça. Ce qui est intéressant, c'est que quelque part, au travers de ce qui est exprimé dans le panel, parce que ce n'était pas juste une
un classement, c'était aussi beaucoup d'échanges et de discussions dans les gens interrogés. Ce que ça traduit, c'est que ce n'est pas tellement une question de on tient et on est arc-bouté au mode de consommation actuel, ou alors une modernité qui serait vraiment liée à l'usage des technologies, au contraire, des technologies poussées à leur maximum dans le scénario 4, notamment avec des solutions techniques, notamment de captation de CO2, etc., de séquestration, et plutôt un scénario repoussoir. Mais ce que mettent les personnes interrogées derrière, c'est un imaginaire de ce que ça peut être en termes de vie sociale, de manière de vivre ensemble, d'implication collective. Et c'est ça qui gradue la désirabilité plus ou moins forte de l'un ou l'autre des scénarios. Et pour le préciser un peu plus, des conditions sine qua non qui sont aidantes et qui sont quelque part sur le chemin indispensable pour structurer des transitions de mode de vie, donc une sobriété qui s'installe dans la durée, ça passe par l'idée de partager les efforts entre tous les acteurs. Ça passe aussi par l'idée que cette future société, cette transition de mode de vie, de certains renoncements éventuellement, elle nourrit une meilleure justice sociale. Et puis, qu'il y ait une implication dans le renouveau des prises de décision. C'est-à-dire d'être impliqué pour décider. Il y avait une question tout à l'heure de comment est-ce qu'on définit le superflu ou le juste besoin. Ben, effectivement, c'est des décisions de société, c'est des décisions collectives. Et donc, l'implication pour dire ben, on modifie collectivement le cadre dans lequel on s'inscrit est nommée comme un critère important pour accepter et désirer des modes de vie plus sobres. Voilà un peu pour un premier tiers du temps qu'on passe ensemble. Il est 12h01 et on va ouvrir une dizaine de minutes de temps de questions-réponses. Donc avec mes deux collègues Samuel et Barbara, on va rouvrir nos micros et nos caméras tous ensemble. Et puis pour qui veut, peut-être Barbara, si toi tu avais commencé, si tu as des questions qui te sont adressées dans le questions-réponses. Donc je redis, adressez vos questions vraiment avec le QR, là, la petite icône QR, et non pas dans le chat, elles ne seront pas récupérées à cet endroit-là. Tout à fait, merci Laure. Donc je vais répondre à une première question qui était en lien avec les chiffres que j'ai présentés du ministère de la Transition énergétique, dont on va vous mettre le lien dans le chat. Donc c'est cette page qui est mise à jour hebdomadairement pour suivre la baisse des consommations. Donc en effet, il est question uniquement de l'électricité et du gaz et pas de l'essence. Et donc voilà, ce qu'il faut également avoir en tête, c'est bien sûr des données qui sont corrigées du climat, qui sont sur l'exercice 2018-2019 en termes de comparaison, puisque les années, vous le savez, 2020-2021 n'ont pas été particulièrement représentatives d'une consommation habituelle du fait des différents confinements. Et puis peut-être également vous préciser qu'on aura davantage de données la semaine prochaine avec RTE qui va aussi sortir un bilan électrique. On commence à voir ces premiers bilans, ces premiers chiffres qui tombent, donc les données vont pouvoir être consolidées dans les jours à venir. Voilà pour cette première question. Ouais, je lis aussi de mon côté, je prends connaissance des questions. Je lis un participant, effectivement, se fait l'écho d'une oasis citadine à Montpellier avec des principes de frugalité heureuse et créative. Est-ce que les mouvements du minimalisme, de la low-tech, de slow life, de sobriété heureuse, de simplicité volontaire, est-ce qu'ils ont de quoi séduire le plus grand nombre? On est sur des questions de long terme, là. On est sur des questions de diffusion, de mode de vie, d'appréhension. L'histoire n'est pas écrite. On pourra regarder, tout à l'heure, je rapporterai des éléments sur le modèle de diffusion sociale qui pourront éclairer un peu la manière dont se propage une innovation, qui peut pas forcément technologique, mais une innovation aussi sociale, individuelle, dans un groupe plus important.
Je rebondis. Une autre question qui a été posée sur la sobriété dans le secteur de l'industrie, qui s'est notamment traduite par des fermetures et des arrêts d'activité. Donc là, on est typiquement dans un cas de sobriété contrainte qui est notamment lié à une flambée du prix de l'énergie qui a occasionné pour certaines entreprises en fait une impossibilité de maintenir la production. Et puis, il y a eu également une question de risque de disponibilité où l'État a demandé à certaines entreprises de réduire aussi la production pour garantir un approvisionnement en priorité aux ménages. Ce qu'il faut rappeler, c'est que derrière la sobriété telle qu'on la conçoit à Virage Énergie et à Négawatt, il y a cette nécessité d'anticipation. Et pour les entreprises, les industries, la sobriété et une moindre dépendance aux ressources énergétiques, c'est aussi un gain en termes de compétitivité, puisqu'on se rend beaucoup moins vulnérable à la fluctuation des prix de l'énergie et également à leur disponibilité. Donc bien sûr que la sobriété dans ce secteur-là, contrainte, n'est pas du tout désirable et ce n'est pas du tout ce vers quoi on veut tendre, mais il y a un enjeu aussi à rendre les process industriels beaucoup moins énergivores pour se prémunir des prochaines crises énergétiques à venir dans les années à venir. Et il y avait une question aussi, une remarque sur un étonnement en tout cas sur ce que j'ai dit sur la désirabilité des scénarios génération frugale et coopération territoriale, et c'est une interrogation sur la représentativité de l'échantillon. J'ai bien dit que c'était un panel, c'est-à-dire que c'est une investigation qualitative. Ça ne traduit pas comment dire, les forces en présence ou en tout cas le niveau de perception de la population française. Ça traduit ce qui distingue et ce qui fait critère de perception de désirabilité ou pas. Donc, effectivement, c'est intéressant de noter que c'est la manière dont la société future est perçue comme vivable, moi, individu, dans un collectif social plus grand, qui va faire que ça paraît désirable ou pas. Après, je n'ai pas l'info si l'ADEME adressera des études sur des échantillons plus larges qu'un simple panel, mais en soi, c'est une information, je trouve, à noter pour éclairer les modes de faire et l'accompagnement de diffusion de la sobriété. Je ne vois pas d'autres questions à ce stade, donc peut-être que je fais une dernière vérification. Il y a quelques questions, mais je pense que vous aurez des réponses dans la suite de la présentation, et puis on reprendra de toute façon un tour de questions d'ici quelques minutes. Donc, n'hésitez pas à continuer de contribuer. Super. Donc, on va reprendre notre cheminement avec un temps d'intervention d'une deuxième partie. On a dit qu'on avait dressé le décor, planté un peu des repères sur ces éléments de paysage quand on aborde la question de la sobriété. Là, ce qu'on vous propose est une deuxième partie avec une posture. Je vais prendre le temps de nommer notre intention sur ce temps-là. Comme l'a dit Samuel, on part des retours de terrain qu'on accompagne ou qu'on observe. Et on pense que parmi vous, je ne sais plus combien nous sommes, on est près de 400 là, vous êtes beaucoup des gens du terrain, et en tout cas qui agissez sur votre sphère d'influence et probablement en collectivité. On a surtout ce public-là en tête. Et ce qui nous intéressait là, en tout cas sur quoi on voudrait focaliser dans cette deuxième partie, c'est bien dans le système et l'écosystème et le paysage tel qu'il est. Est-ce qu'il y a des clés de lecture, des clés pour l'action qui seraient utiles de partager ou de questionner? Autrement dit, dans la suite de la présentation, on ne va pas aller sur de l'interpellation, du plaidoyer pour de l'évolution du cadre national réglementaire. L'association Négawatt, Virage Énergie font du plaidoyer pour ça. D'ailleurs, vous pouvez adhérer à ces associations pour les soutenir. Là, on va plutôt focaliser sur comment, concrètement, aujourd'hui, dans la société telle qu'elle est, on peut commencer à tisser des actions qui nourrissent une sobriété durable. Voilà. Et on va le faire avec en prenant le parti, en tout cas, on s'est proposé pour que vous nous compreniez, de partir des retours de terrain, je l'ai dit, et de croiser les regards. Donc, on va un peu chausser chacun des lunettes spécifiques, même si nous ne sommes pas cantonnés qu'à un seul des domaines. Il y a les lunettes de l'expertise technique,
Il y a les lunettes de la dimension humaine et des sciences humaines et sociales. Et puis, il y a les lunettes des enjeux de stratégie et de planification, notamment quand on est en collectivité, et donc de voir ce que ça nous dit. C'est ce qu'on va vous proposer dans cette deuxième partie, en vous souhaitant de trouver des lunettes à vous pour adresser la question, parce qu'on n'est vraiment pas dans la prétention d'avoir trouvé la solution, mais simplement on pense qu'on a tous, avec ces différents regards, ces retours d'expérience, une partie du puzzle et qu'on est en train de construire des solutions. Voilà, je m'en arrête là pour l'intention, mais c'est pour vous dire qu'on ne sera pas sur du plaidoyer ou du yaka faucon à l'échelle nationale. Et je pense que du coup, le premier à intervenir, ce sera Samuel, qui va commencer à regarder ce zoom sur l'environnement proche avec une certaine paire de lunettes. Merci. Donc, avec la lunette, expertise technique, surtout retour de terrain sur la mise en œuvre des plans de sobriété, des mesures de sobriété, des actions autour des réglages, de la régulation, sur la gestion, l'optimisation énergétique des bâtiments. Là, on parle toujours un petit peu de la même chose là-dessus. Et pour faire le lien aussi avec ce qui a été mis dans les questions-réponses, à la fois des exemples sur les collectivités et sur des questions de bilan, commencer par un peu interroger ce qui s'est passé durant l'hiver. Donc, personne aujourd'hui a une vision robuste et fiable de ce qu'il y a derrière les chiffres macro. Donc, on voit qu'il y a eu des réductions réelles, mais personne n'a en capacité de dire concrètement, là où ça a été fléché en particulier, et surtout ce qui est de l'ordre de la sobriété qui a été subie, qui a été contrainte, donc peu de chances qu'elle soit pérennisée, ou de la sobriété davantage choisie, qui aura davantage de chances d'être pérennisée. Donc ça, ces travaux sont en cours. L'État mène d'ailleurs une réflexion par rapport à ça en ce moment. Et donc, qu'observe-t-on par rapport à ça d'un point de vue terrain? Alors, je m'appuie tout d'abord pour présenter ça sur un sondage qui a été mis en place par le programme ACTE, qui est un programme majeur référent sur la transition énergétique du patrimoine public aujourd'hui, et donc a fait une enquête auprès de ces membres, enfin, des collectivités qui sont membres du programme ACTE, c'est-à-dire des collectivités qui sont prédisposées à agir sur la sobriété énergétique parce qu'elles sont déjà engagées dans une démarche en étant dans le programme ACTE. Donc, ça a représenté quand même 1200 collectivités territoriales. Et on voit que quasiment tous les répondants ont mis en place des actions liées à la sobriété, mais aussi que près de 80% en avaient déjà entrepris avant les annonces et le cadre du plan de sobriété du gouvernement en octobre. Donc là, on est vraiment sur des collectivités un peu spécifiques qui sont déjà un peu engagées dans la démarche. Et donc, pour ouvrir ça, on a discuté avec ACTE. Il y a un lien là, qui vous sera aussi passé dans les supports, mais ACTE relance une deuxième enquête, beaucoup plus ouverte justement à l'ensemble des collectivités pour investiguer davantage ces retours-là. Donc, on vous fait un appel à participation. N'hésitez pas à participer si vous faites partie d'une collectivité. Et ça permettra d'étoffer un peu ces retours. Donc, slide suivante. Ce qu'a montré le premier sondage d'ACTE sur les répondants. Laure, tu peux passer au slide suivant. C'est qu'on a eu un certain nombre d'actions un peu dans différents domaines. Donc, il y a eu la régulation des températures, mais il y a aussi eu des actions de sensibilisation autour d'outils ou de connaissances, d'approfondissement des connaissances des consommations sur l'éclairage intérieur, sur l'éclairage public et extérieur, sur la mobilité ou le télétravail ou dans d'autres domaines. Donc ça, on voit que c'est assez divers. Et ce qu'on pressent, nous, avec l'observation des retours de terrain sur les collectivités en général, c'est que là, on est quand même dans le cadre particulier des collectivités du programme ACTE qui ont quand même développé une infrastructure pour pouvoir agir de cette manière-là. Le sentiment qu'on a d'un point de vue terrain, c'est que en globalité, sur le secteur tertiaire notamment, on a essentiellement, mais résidentiel aussi, on a essentiellement agi cet hiver sur les consignes de température. C'était le levier, donc un énorme levier en termes de gisement, mais c'était le principal ingrédient qu'on a utilisé. Et ce qu'on ressent nous, c'est qu'on a beaucoup d'autres ingrédients à mobiliser, mais qui sont sous conditions, et les conditions n'étaient pas forcément toutes réunies aujourd'hui. Et donc, si tu peux passer à la slide suivante. Un dernier résultat du sondage ACTE, c'est sur les freins et les difficultés qui ont été rencontrés et qui montre qu'on a deux gros paquets de freins, un lié à la confort et à l'acceptabilité des usagers, et l'autre à des problèmes de moyens et de compétences techniques pour la mise en œuvre des actions. Donc aussi, ce qui est mentionné, pérennisation des actions, et mentionner aussi les problèmes de coûts financiers et de processus de décision longs et compliqués, mais en moindre mesure. Et c'est aussi le constat qu'on fait, nous,
avec ses lunettes, retour, tu peux passer à la slide suivante, là. Avec ces lunettes de ce qu'on observe dans la mise en œuvre de sobriété dans les collectivités qu'on accompagne, c'est qu'à l'inverse des gros programmes de rénovation, notamment, mettre en place des mesures de sobriété court terme, ce n'est pas un problème de décision politique et ce n'est pas un problème de moyens financiers. Au vu des hausses des factures énergétiques, on est quasiment sur même une priorité de la collectivité de travailler sur la mise en place de ces mesures-là. Et les mesures de sobriété court terme ne coûtent pas très cher, ce qu'on a vu, donc il y a des moyens financiers disponibles pour agir. L'enjeu, ça tient à savoir quoi faire, par qui et comment. Et surtout, ça va varier d'un bâtiment à l'autre, d'un cas à l'autre. Et donc, la difficulté majeure, selon nous, elle tient à identifier dans chaque cas les combinaisons les plus adaptées de ce quoi, qui et comment, et les plus efficientes en termes de performance d'atteindre des objectifs, en termes d'accessibilité et en termes aussi d'utilisation optimale des moyens, parce qu'on n'en a pas beaucoup à dispo, donc il faut les utiliser au meilleur escient. Donc pour ça, ce qui nous paraît clé, c'est de mettre en place une stratégie. On peut passer à la slide suivante. C'est vraiment important pour mettre en place un plan de sobriété de définir une stratégie qui soit, pour qu'elle soit adaptée, collective et concertée. Ce qu'on voit aussi, ce qu'on pressent, tous nos retours d'expérience nous montrent que décider ou voter un plan de sobriété, ça ne suffit pas. Décréter une mesure de sobriété ne la rend pas effective. Les mesures, elles ne se mettent pas en place spontanément. Et c'est un constat qu'on a fait aussi, on a analysé les plans de sobriété des 10-15 principales grandes villes, et on en accompagne un certain nombre, et on a comparé le in et le off entre ce qui était affiché dans le plan de sobriété et ce qui a été mis en œuvre de manière effective, et on a une grosse différence. Et encore une fois, on a essentiellement joué avec les consignes de température cet hiver, malgré que les plans de sobriété aient été assez étoffés en termes de mesures. Donc, caractériser finement les conditions de la mise en œuvre, ça nous paraît vraiment indispensable. Et donc, pour ça, de mettre en place une stratégie qui consiste à définir finement ses besoins en fonction de ses contraintes. Et ça, c'est un autre point, c'est que pour nous, pour qu'un plan de sobriété soit effectif et efficient, il est nécessairement piloté en interne. On peut externaliser la réalisation des actions, mais par contre, le pilotage de la stratégie nous paraît important d'être mené en interne. Seule la collectivité peut définir finement ses besoins et sa stratégie. Le sachant pour établir sa stratégie, c'est la collectivité. Et on insiste parce que bon paquet du contexte institutionnel tend un peu à faire l'inverse, c'est-à-dire à offrir des réponses toutes faites par des tiers externes, de faire des audits, de faire des contrats de performance énergétique, de mettre en place des GTC avec des chemins tout tracés. Donc, sur la partie plan de sobriété, on s'inscrit un peu en fond en disant la stratégie adaptée, c'est vraiment la collectivité qui peut tenir le stylo et la piloter. Un autre point, c'est qu'on voit que toute collectivité peut mettre en place un plan de sobriété. Il n'y a pas de recette générique, il n'y a pas de chemin tout tracé et il n'y a pas de prérequis. Ce qu'il y a essentiellement besoin, c'est de bon sens et c'est surtout d'arriver à faire ce quoi qui comment un peu dans la dentelle pour arriver à définir les bonnes actions aux bons endroits. Et ce qui est le plus important selon nous, c'est d'arriver à réfléchir collectivement avec les bonnes personnes. Et ça, slide suivante, c'est une des difficultés principales selon nous pour les collectivités et un défi, c'est cette illustration de mettre autour de la table les bonnes personnes. Et la collectivité, l'organisation classique d'une collectivité, elle permet pas spontanément souvent de mettre en place ces tables parce qu'on a un fonctionnement assez hiérarchique, assez en silo. Et là, ça demande de désiloter, ça demande de se réunir en transversal de manière assez fine. Et les bonnes personnes à mobiliser à chaque fois, elles vont varier. Ce n'est pas en mettant systématiquement le maire, le DGS, le directeur des services techniques et l'adjoint aux travaux autour de la table qu'on a les bonnes personnes autour de la table. Il est dans un certain nombre de cas, par exemple, plus efficient de mettre autour de la table le gardien, le responsable associatif, la gestionnaire et les usagers. Donc, ces bonnes personnes, entre guillemets, elles vont varier dans chaque cas. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on va retrouver quand même des familles de rôles, un peu dans tous les cas. Et ce qui est important, et c'est pour ça que c'est compliqué, c'est que chacune de ces familles de rôles a un morceau de la réponse. Et c'est que si elles discutent ensemble et qu'elles assemblent ces morceaux-là, qu'on arrive à faire des mesures adaptées. Et ça, ce qu'on voit, c'est que souvent, ça nécessite du coup de mettre en place un système d'organisation informel, temporaire, un peu en complément de l'organisation classique de la collectivité, en transversalité. Et parmi les collectivités qu'on accompagne, celles qu'on voit qu'on le plus réussi à mettre en œuvre effectivement des mesures sont celles qui ont mis en place ces tables un peu informelles en essayant de réunir les gens, de les faire échanger et de construire collectivement les bonnes réponses. Donc, pour présenter rapidement ces familles de rôles,
on retrouve un peu à chaque fois des personnes en position de prendre la décision, des décideurs, donc pas forcément le maire, mais élu, direction ou gestionnaire, des gens en capacité de mettre en œuvre, des opérateurs, peuvent être des exploitants, des agents de maintenance, en interne, en externe, des entreprises, du personnel qualifié, et des sachants techniques, les experts, donc les services techniques, le service énergie, des économes de flux, des AMO, qui vont permettre d'améliorer la qualité des réponses. Mais aussi, bien souvent, les usagers, qu'on distingue en deux familles. D'une part, les agents de terrain, c'est-à-dire les personnels de la collectivité, les fonctionnaires qui travaillent dans le bâtiment ou qui sont en lien avec le bâtiment, et les usagers du service public, donc nous sommes tous quand on va à la piscine, mais aussi les associations, les institutrices, etc. Et cette image des tables avec des rôles, c'est un élément qui nous paraît important à avoir en tête. C'est souvent comme ça que les gens fonctionnent concrètement quand il y a des mises en œuvre effectives. Tu peux passer au slide suivant. Et donc, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a deux types d'enjeux par rapport aux mesures de sobriété, différentes typologies, avec deux critères principaux. On a des mesures qui nécessitent un niveau d'implication et de mobilisation relativement important. C'est-à-dire qu'on doit mobiliser l'ensemble des rôles en même temps, alors que d'autres nécessitent un niveau d'implication plus petit. Donc, par exemple, pour illustrer, pour arrêter l'éclairage public la nuit, on n'a pas besoin d'une grande mobilisation, il suffit que le maire le décide et demande au syndicat de l'énergie de le faire et ça fonctionne. En revanche, quand on veut arrêter la ventilation en inoccupation ou qu'on veut généraliser la mise en place de limiteurs de débit pour réduire les puisages, ça nécessite de mêler autour de la table un paquet de gens qui ont des morceaux de la réponse parce qu'il faut savoir quoi utiliser, où sont les points de puisage, quels sont les usages, qui est en capacité de le mettre en place, comment on peut mobiliser ces moyens-là. Donc, on retrouve bien là tous les rôles qui sont importants comme morceau de la réponse autour de la table. Donc, ce niveau d'implication-mobilisation, il va varier. Ce qui va aussi varier, c'est le niveau d'adhésion nécessaire par rapport à la mesure. Parce qu'on dit tout à l'heure, il y a certaines mesures qui sont complètement transparentes pour les usagers, qui sont très facilement acceptables. Quand on arrête des équipements qui ne servent à rien, quand personne n'est dans les bâtiments, il n'y a pas beaucoup d'acceptabilité à travailler. C'est indolore. D'autres, au contraire, sont plus sensibles, vont davantage impacter notre confort ou nos habitudes, et donc vont être plus difficilement, spontanément acceptables. Et on a un peu un croisement des deux sur les mesures. Arrêter la ventilation en inoccupation, personne généralement n'est contre. C'est facilement, l'adhésion elle est très simple. Par contre, ça nécessite une forte mobilisation et d'arriver au cas par cas à réunir les bonnes personnes pour savoir où, quoi, quand et qui et comment arrêter les ventilations. À l'inverse, par exemple, sur la baisse de la température de piscine, on n'a pas besoin de beaucoup de rôles. C'est généralement assez simple d'appuyer sur le bouton. Par contre, l'adhésion, elle est beaucoup plus sensible et significative. De manière générale, un peu les consignes de température, on se retrouve là-dessus. Et donc, pour finir, ce qui nous semble important autour de cette étape, c'est vraiment de ne pas négliger et au plus possible de consulter les usagers. Donc, les usagers en termes d'agents de terrain et d'usagers des services publics. Ça nous paraît souvent primordial pour deux raisons. D'une part, parce qu'ils ont souvent des morceaux importants de la réponse. Ce sont eux qui connaissent finement le bâtiment, ses usages, ses spécificités, ses occupations, là où sont les équipements, qualitativement des conditions de fonctionnement, de dysfonctionnement. Donc, ils sont une grande aide à prendre des bonnes décisions. Et d'autre part, pour favoriser l'adhésion et la mise en œuvre effective, de les impliquer pour co-construire les solutions et pas imposer, vu d'en haut, ce qui entraîne nécessairement une moindre application et une résistance plus forte. Et donc, pour finir, dernière slide, on a dans les mesures un peu donc, ces 4 cadrans en fonction de la mobilisation nécessaire et en fonction de l'adhésion nécessaire. Et on va varier du coup par rapport à la mobilisation autour de la table en fonction. Donc voilà, donc en image, ce maillage fin, il est assez bien représenté selon nous avec ces tables et les bonnes personnes autour de la table avec ce maillage assez fin. Et j'arrête là. Alors, je rouvre mon micro. Je vais reprendre la suite parce qu'on va continuer à aller regarder le comment, parce que c'est ça qu'on parle. C'est comment est-ce que concrètement, sur le terrain, avec ses équipes, ses usagers, les agents, etc., on peut aborder la question des évolutions de comportement
les évolutions de pratiques, parce que les pratiques professionnelles à l'intérieur de la structure, c'est complètement du comportement. Et donc, moi, je vais essayer d'apporter quelques clés qui nous viennent des sciences humaines et sociales. Et pour ça, je prends une autre paire de lunettes et un exemple. C'est un exemple qui n'est pas un exemple que nous avons directement accompagné, mais qu'on a observé avec des partenaires, en tout cas du réseau Négawatt, Incube et Covalence en l'occurrence, d'un accompagnement auprès d'un conseil départemental. Et la question est la suivante: un conseil départemental, 100 collèges et une question: comment faire des économies d'énergie sans investissement par des changements de pratiques au sein des collèges? Donc la question est posée. Un des premiers éléments, c'est un peu en lien avec ce que disait Samuel, c'est de se demander à quel point on est en pilotage sur des actions qui peuvent être décidées de manière centralisée, qui nécessitent peu de mobilisation, de décision dans leur mise en œuvre ou peu d'impact sur les usagers, etc. Donc, un niveau d'adhésion pas forcément élevé. Est-ce qu'on est plutôt sur de la conduite d'un changement, de l'accompagnement d'un changement, qui sont un petit peu des gradations qu'on distingue sur la manière de faire en sciences humaines et sociales? Prenons l'exemple. On va tisser l'exemple et la manière dont j'ai prévu de le partager avec vous, c'est de faire des flashs à partir de concepts ou de repères, on va dire de modèles, qui sont des paires de lunettes issues des sciences humaines et sociales pour regarder les situations de changement. Alors forcément, sur ces sujets-là, on pourrait y passer 1 heure, 1 journée, 1 semaine. Donc là, c'est vraiment l'idée, non pas d'être exhaustif, mais de vous donner des flashs et des repères, ou en tout cas de susciter votre intérêt pour prendre en compte cette dimension du facteur humain dans la manière d'opérer sur le terrain. Prenons une première paire de lunettes, qui est très importante. C'est d'admettre que le changement, de comprendre, ou en tout cas j'espère vous le faire toucher du doigt aujourd'hui, que le changement n'est pas un processus rationnel. Ça ne veut pas dire qu'il est irrationnel, il n'y a pas une absence de logique. Mais très souvent, on aborde les questions écologiques comme un sujet sur lequel on n'a que des décisions techniques à prendre. Et effectivement, la partie émergée de l'iceberg, c'est les décisions qu'on peut prendre et qui conduisent à nos modes de production, nos modes de vie, nos modes d'organisation, la décision sur tel projet, d'investir ou pas, de fixer tel niveau de performance, etc. etc. Nous, on insiste j'insiste sur la partie immergée de l'iceberg. Il y a des forces agissantes, en général et souvent inconscientes, mais qui font nos décisions. 80% de nos décisions sont prises par notre cerveau limbique et à partir d'éléments qui sont ces forces agissantes qu'on nomme très peu. On a peu d'espace, notamment dans le niveau pro, pour indiquer comment on se sent dans telle fonction, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui par rapport à tel projet, est-ce que je suis motivée, est-ce que ça génère de la peur, est-ce qu'au contraire, je suis motivée par un besoin d'appartenance. Enfin, qu'est-ce qui agit fondamentalement sous le niveau de la mer, qui va faire que la manière dont je m'implique ou pas dans un projet, dans la manière dont une décision va pouvoir se prendre en collectif, ça va agir ou pas. Donc, admettre qu'il y a des motivations, des résistances qui appartiennent à tout un chacun, des individus, mais qui sont aussi présentes dans un système global, parce qu'on dit la culture d'entreprise ou la culture de la collectivité, ça fait partie de la donnée avec laquelle on va travailler pour mettre en œuvre la sobriété. Concrètement, dans notre cas du conseil départemental, c'est une chose qui a été actée en début de mission entre les intervenants et le conseil départemental, et notamment dans le fait du choix des publics avec lequel l'action, le projet allait se dérouler, en ciblant notamment les gestionnaires et les agents de maintenance. Cette décision n'a pas été de travailler avec les profs, les élèves, dont on pense qu'ils ont aussi une partie de la réponse pour l'adoption de comportements plus sobres. Mais comme on cherche l'efficience, là, l'idée, c'était de cibler sur ces deux publics
Et quand on dit, pour faire le lien avec l'iceberg, ça veut dire comprendre. Comprendre ce que les gestionnaires, les principaux de collège, ou les agents de maintenance vivent en fait, où ils sont. C'est quoi leur quotidien et la place de l'énergie là-dedans. L'agent de maintenance, il a à gérer aussi la cantine, les portes qui ne ferment pas, des interventions sur le parc à vélo, enfin toutes sortes d'interventions. L'énergie n'est pas forcément au centre de sa préoccupation. Peut-être nous, les 300 et quelques qui sommes là aujourd'hui, motivés par la transition et par une proposition de virage énergie et de mégawatts, on est concernés. Mais dans leur quotidien, de comprendre quels sont les leviers de motivation qui sont présents. Et très concrètement, sur le cas du conseil départemental, il y avait pour les agents de maintenance une problématique de reconnaissance. Dans une logique d'externalisation de plus en plus grande de leur métier avec des intervenants extérieurs, il y avait un sentiment effectivement, de manque de reconnaissance de leur expertise de terrain. Il y avait aussi une demande de simplicité d'usage. Et pour les gestionnaires, la motivation n'était pas forcément principalement sur la gestion financière de la dotation au sens du coût de l'énergie en tant que tel. Elle était sur justement la complexité de l'aléa de ces factures-là dans leur manière d'anticiper les dotations. Et donc, il y avait une demande et une motivation d'avoir du confort et de la simplification dans la gestion des dotations et de limiter les aléas et les réajustements permanents. Donc ça passe par d'abord un temps quelque part de comprendre les publics, d'aller à leur rencontre, de discuter, d'entendre. C'est déjà un premier pas pour comprendre comment va jouer le facteur humain. Deuxième paire de lunettes qui peut être aidante, et de nouveau, je referai le lien après avec le cas concret dont on tire une illustration. Les sciences humaines et sociales nous disent, et c'est un modèle de la psychologie sociale ici, qui nous vient du domaine de la santé et des changements de comportement choisis, donc changement d'habitude. Là, ça nous dit qu'il y a des étapes dans le changement. Et comme vous le voyez, le passage à l'action, ça n'est que la 4e étape de tout un processus. Ça veut dire que quand on focalise sur faire passer l'autre à l'action, on oublie en fait qu'il y a tout un processus amont qui lui aussi peut être accompagné pour permettre à la personne de cheminer dans sa compréhension du problème, dans son implication, le sens que ça peut faire pour elle de faire ce changement, dans la préparation pour construire sa confiance que quand il va se lancer, il ne va pas se planter. Et puis, il y a des étapes aval sur la consolidation avant l'intégration pleine et entière d'un nouveau comportement. Donc, savoir où sont les publics. Est-ce que parmi les agents de maintenance, et je refais le lien avec le conseil départemental, avec les gestionnaires, il y en a qui sont vraiment au tout début du processus, d'autres qui sont très avancés et qui font partie ils sont en phase de consolidation, d'autres qui sont dans des étapes intermédiaires. Eh ben, ça sert aussi à serrer et à distinguer des catégories pour concevoir un dispositif qui va nourrir les uns et les autres aux étapes du changement où ils en sont. Donc là, dans le conseil départemental, ça a conduit à définir 3 catégories pour les gestionnaires et les agents de maintenance, entre justement les plus avancés, les moins impliqués, qui sont au stade de comprendre les enjeux, et de se dire que dans la suite, le dispositif, et la démarche et le projet devra prendre en compte les besoins différents en fonction de ces typologies de population. On continue avec d'autres modèles et éclairages intéressants, moi que je trouve intéressant, j'espère que vous trouverez intéressant aussi. C'est ces questions de levier pour le changement. C'est comprendre que c'est tout un environnement en fait qui va favoriser l'adoption d'un nouveau comportement, une évolution d'une pratique, l'intégration de cette pratique par les étapes que je viens de dire. Il y a effectivement des leviers qui sont dans l'environnement matériel, de service, en tout cas, voilà, je reprendrai l'exemple après, qui conduisent effectivement à favoriser ou à obliger, si c'est la seule manière de faire, par l'environnement matériel, l'adoption d'une nouvelle pratique. Au niveau de
du collège, il y a une décision qui était liée au conditionnement des dotations. Donc, il y avait effectivement quelque part un environnement sur lequel la personne n'a pas la main, mais qui s'impose à elle, qui conduisait les principaux de collège et les gestionnaires à prendre en compte les conditionnalités pour adopter tel ou tel comportement. Il y a un deuxième registre, on va dire, de leviers qui peuvent s'adresser à l'individu lui-même. Donc, prendre en compte les gestionnaires et essayer de faire des formats simples de formation qui soient adaptés à leur agenda, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les extraire une journée, 2 journées de leur environnement quotidien parce qu'ils sont personnes clés pour le bon fonctionnement de l'établissement. Donc, adapter les formats à leurs contraintes, que ça s'insère naturellement dans leur agenda, que le format et le contenu soient adaptés à leur niveau de connaissance sur le sujet, c'est absolument indispensable. Il y a aussi des approches individuelles par des appels téléphoniques pour les moins avancés. J'y reviendrai tout à l'heure sur l'intention de ces appels-là. Il y a aussi tout ce qui se joue au niveau du changement social collectif. Un grand mot, ce serait de dire la norme sociale. Mais la norme sociale, je ne parle pas de la norme à l'échelle française. Ça peut être qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas. Qu'est-ce que mon groupe, qu'est-ce qui se dit, ou en tout cas, qu'est-ce que j'entends être la norme de mon environnement de travail ou de mon environnement collectif. Donc là, par exemple, ça a conduit pour le projet en question, pour le conseil départemental, à mettre en place des webinaires réguliers de portée à connaissance, ouverts à tous, plutôt pensés pour les 2 catégories des moins impliqués et du ventre mou. Ce n'était pas à destination des plus avancés, en l'occurrence, même s'ils étaient tout à fait... l'invitation était envoyée à tous, mais ils étaient conçus pour répondre aux besoins de ces 2 catégories-là. Donc, l'idée, c'était de partir de thématiques qui interpellent concrètement la régulation, la ventilation, l'interaction avec les entreprises de maintenance et de faire intervenir à la fois des sachants, mais aussi des plus avancés, justement, comme ressources pour leurs pairs. Donc, ça m'amène à décrire justement la dernière catégorie de levier qui était vraiment au cœur de l'intervention, là en l'occurrence, c'est tout ce qui se passe au sein des dynamiques de groupe. Là, en l'occurrence, les échanges entre pairs, PAIRS, c'est-à-dire d'agents de terrain à agents de terrain, de gestionnaire à gestionnaire, c'est un creuset absolument formidable pour accompagner un changement. Dans le sens où les vocabulaires, les points de préoccupation sont partagés et quelque part, ils sont mieux entendus quand les échanges se passent de pair à pair. Donc concrètement, pour le conseil départemental, les intervenants ont mis en place une régularité de groupes d'échange de pratiques entre pairs. Alors il y avait... En l'occurrence, il y avait plusieurs départements, donc ça tournait, tout le monde n'était pas là à chaque fois. Mais là, c'était du présentiel avec des thématiques toujours issues de leur problématiques de terrain et où les échanges, quelque part, embarquaient l'énergie au milieu d'un échange de pratiques, de trucs et astuces, de bonnes pratiques qui devenaient en fait ressources et où ça a créé de la motivation de venir à ces échanges-là, puisqu'on parle vraiment des motivations du quotidien, des problématiques du quotidien rencontrées, et on a près de ses pairs des ressources pour y faire face. Et ça embarque la question de l'énergie à cette occasion-là. Donc, par exemple, ont été abordées la manière de gérer les périodes d'absence. Les périodes longues estivales, les périodes courtes en hiver, en été, etc. Comment est-ce que les uns les autres, et là les plus avancés pouvaient faire part de leurs trucs et astuces aux moins avancés, comment est-ce que les uns les autres le géraient? Et ils ont élaboré des outils comme un cahier de transmission qui était quelque part construit par les plus motivés, mais du coup complètement adapté à ce qu'ils étaient en mesure d'appréhender, alors qu'un des points de départ dans le constat d'origine, c'était que les notes envoyées par les services du conseil départemental qui vraiment se décarcassaient pour arriver à donner toutes les instructions pour la mise en œuvre
des solutions sur le terrain n'étaient juste pas lues, pas prises en compte, parce que le format et la formulation, donc le contenu, n'étaient pas directement en phase et en prise avec le quotidien et la réalité des gens de terrain. Donc voilà comment penser un dispositif, en tout cas, qui prenne en compte l'ensemble de ces leviers, avec une adaptation aux différentes populations constatées, en prenant en compte aussi les besoins, en prenant en compte qu'il y a des catégories plus ou moins avancées. Ça fait un dispositif qui, en lui-même, invite au changement et à l'adoption de modes de pratique, enfin de nouvelles pratiques. Dire là-dessus aussi, oui, un complément que je n'ai pas nommé. J'ai tout à l'heure parlé des appels téléphoniques à des personnes qui étaient dans la catégorie des moins impliquées et qui effectivement ne venaient pas forcément au webinaire, ne venaient pas forcément au groupe de travail. Là, on est dans une démarche individuelle pour établir le lien et le contact avec ces moins avancés pour qu'ils restent connectés au processus, mais ça veut dire que dans les appels téléphoniques, il y avait un appel tous les mois pour apprendre un petit peu des nouvelles et entendre aussi les points de préoccupation actuels de la personne. Où est-ce qu'elle en est aujourd'hui? Qu'est-ce qui la préoccupe? Pas que par rapport à l'énergie. Et progressivement, lui dire aussi, lui faire connaître que la prochaine fois, le groupe de travail porte sur tel thème, qu'il y aura un tel de tel collège qui pourra témoigner de la manière dont il gère la ventilation, etc. C'était une manière ça a été une manière pour certains de raccrocher alors qu'ils n'étaient pas dans la catégorie des plus motivés et des acteurs. Donc voilà, le dernier éclairage que je veux apporter là maintenant, c'est de considérer aussi cet éclairage de la diffusion sociale de l'innovation. Et de nouveau, j'insiste, ce n'est pas que l'innovation technique, c'est aussi l'innovation des pratiques sociales, l'innovation des pratiques collectives. Et se dire que ça a été c'est un modèle qui est maintenant largement éprouvé puisqu'il est retravaillé depuis les années 60, et probablement que vous le connaissez. Mais c'est le modèle de la diffusion avec des phases qui sont liées aussi aux postures d'adoption pionnières ou alors progressives par une population d'une nouvelle pratique. Les pionniers sont ceux qui vont être très motivés par le sujet en lui-même et qui vont vouloir le pousser au bout. Je caricature, hein, c'est-à-dire dans le sens où on pourrait passer une journée sur ce modèle-là et tout ce qu'il nous enseigne. Les visionnaires vont plutôt être intéressés par le phénomène même de la nouveauté et du rayonnement que ça peut donner. Donc, ils sont plutôt porteurs de parole, influenceurs, et ils font connaître cette pratique émergente portée par les pionniers. Puis là, en général, quand la diffusion se passe progressivement, il y a un point de bascule et on rencontre un gros tiers de la population qu'on baptise les pragmatiques, qui, eux, vont venir à cette nouvelle pratique parce qu'ils y trouvent un bénéfice personnel, un bénéfice comme justement de la simplification, plus de confort ou un sentiment d'appartenance, ou dans les modes de vie, un intérêt pour la santé, etc. Je dévie de l'exemple collège. Les sceptiques, ils vont y venir parce qu'il ne faut pas être les derniers et qu'il y a un besoin d'appartenance et que du coup, ils vont suivre. Les retardataires, peut-être que certains n'y viendront jamais, 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 jamais. Et ça, c'est OK. Et c'est juste pour finir, je finirai là-dessus, sur cette partie-là, d'éclairer que de se focaliser sur ce qui s'exprime en termes de résistance et de construire une stratégie, ou en tout cas d'imaginer lever des résistances, est une fausse bonne idée. Donc, mon point de conclusion, c'est de dire que au lieu de focaliser sur les résistances en voulant les lever absolument, individu par individu, nous, on propose dans les sciences humaines et sociales de considérer l'ensemble de la complexité du facteur humain avec des outils qui nous permettent de décortiquer un peu les choses et de porter un nouveau regard dessus et de construire une démarche qui va en elle-même être comme un courant qui emmène et qui s'appuie sur les motivations existantes, sur les plus motivés prêts à faire pour favoriser une adoption progressive et ancrer de nouvelles pratiques. Voilà. Je prends encore 2 minutes pour ouvrir un peu les perspectives et se demander si on peut aller plus loin. Parce qu'on parle de sobriété durable, qu'on a évoqué les questions de changement de mode de vie. Donc, je quitte un peu le collège et j'apporte juste des éclairages rapides encore en 2 minutes. Oui, c'est ça. Sur les types de changements. Il y a des changements de niveau 1
qui restent, où le système n'est pas re-questionné, comme par exemple remplacer une motorisation par une autre. Et puis pour changer vraiment de mode de vie, changer de système, en général, c'est quand même lié à des crises. Et les types de réponses sont là plutôt systémiques. On a employé ce terme-là plusieurs fois aujourd'hui, mais ça nécessite effectivement un changement de registre. Et là, je le mets au regard des niveaux de motivation, et c'était réponse à des questions aussi. On peut changer parce qu'il y a une contrainte, une obligation. On peut changer parce qu'il y a un risque à ne pas changer, c'est une motivation. On peut changer parce qu'il y a des bénéfices personnels, ou on peut changer parce que ça nous rapproche de nos idéaux, de nos valeurs, de notre sens de notre identité. Donc il y a des phénomènes qui viennent de l'extérieur, il y a des phénomènes, des motivations qui sont plutôt intrinsèques, dites intrinsèques, qui viennent de l'intérieur, et que l'énergie disponible en faveur du changement, elle est bien évidemment croissante, plus on est haut dans ce niveau de motivation. Je mentionne avec ça un deuxième retour d'expérience que l'on a à l'Institut Negawatt, pour le coup, qui est une méthode d'accompagnement au changement vers un mode de vie bas carbone, où on voit comment travailler avec les motivations intrinsèques, dans le respect du libre arbitre de l'individu et dans une approche complète cœur-corps en petits groupes, est vraiment quelque chose qui est transformateur. Donc, pour aller plus loin, il y a effectivement l'invitation des sciences humaines et sociales à décaler le propos et à imaginer qu'on ne résout pas un problème avec le mode de pensée qu'il a engendré. Je m'en arrête là. Et puis, je passe la parole à Barbara pour zoomer sur la question justement des stratégies et la mise en perspective de ce qu'on a apporté jusque-là. Merci Laure. Donc, je vais chausser une troisième paire de lunettes qui est celle de la dynamique systémique, de la transversalité qui est nécessaire quand on aborde cette question de la sobriété, qui à l'échelle des collectivités est souvent prise par l'entrée patrimoine, l'entrée économie d'énergie au sein des bâtiments, alors que c'est une thématique en fait qui nécessite de vraiment développer une vision à 360 degrés et une vraie conception en fait pluridisciplinaire et décilotée de la façon dont on élabore des politiques. Si on prend un peu de hauteur, la sobriété, finalement, c'est quoi? La sobriété, c'est un projet de société dans lequel on réduit nos consommations de ressources naturelles. Et donc, ça va nécessiter d'interroger un certain nombre de grands cadres, en fait, qui régissent nos sociétés et qui vont faire que derrière, on va avoir des comportements plus ou moins énergivores à l'échelle individuelle et surtout à l'échelle collective. Donc, nous, ce qu'on propose dans le débat à Virage Énergie, c'est 6 axes pour sortir de la situation d'ébriété énergétique dans laquelle on est pour aller vers davantage de sobriété. Donc, il y a un premier axe qui consiste à interroger notre rapport à l'abondance, voire à la surabondance pour être dans la suffisance, dans le juste nécessaire. On interroge également l'organisation du territoire pour passer de systèmes très centralisés à des systèmes beaucoup plus relocalisés. Et là, on va parler des questions d'énergie, mais ça peut concerner aussi des questions économiques ou des questions de production alimentaire. On interroge la place du travail dans nos vies, dans la société, notre rapport à la propriété aussi et la façon dont ça a un impact sur le système économique, le lien à la vitesse, que ce soit par la mobilité, par le numérique. On interroge aussi beaucoup notre rapport à la technique et la sobriété numérique, justement, va demander de s'interroger sur nos besoins, parce qu'on a tout le temps besoin d'avoir accès à Internet ou d'avoir accès à des appareils électroniques. C'est une question qui nécessite d'être posée. Et puis enfin, une dimension un peu plus philosophique sur le rapport de nos sociétés aux vivants, aux espaces de nature, aux écosystèmes, partant du constat qu'on est dans des sociétés qui sont de plus en plus artificialisées. Slide suivante. Donc la façon dont tout ça va se traduire dans les politiques locales, ça va nécessiter justement de décloisonner, d'avoir cette vision de la sobriété vraiment comme une boussole des politiques publiques et de se poser la question dans l'ensemble des champs de compétences, dans l'ensemble des champs thématiques, des leviers qui peuvent être actionnables pour être dans une démarche de sobriété. Dans les scénarios de Virage Énergie qu'on avait fait il y a quelques années pour la région Nord-Pas-de-Calais, on avait identifié plus de 250 leviers de sobriété, donc il y a vraiment de quoi faire. Mais tout ça nécessite de faire comprendre en quoi la sobriété est totalement indispensable pour arriver à répondre aux enjeux climatiques, énergétiques, mais également aux enjeux de réduction des inégalités sociales.
Et ça nécessite justement d'avoir cette approche extrêmement systémique qui va passer par la planification, qui va passer aussi par de la réglementation. À l'échelle locale, on peut pas couper, hein, à interroger aussi l'aménagement du territoire, l'urbanisme et toute une série de documents, que ce soit les PLU, les SCOT, les SRADET, au regard de la sobriété, pour se projeter dans des façons de faire qui sont totalement différentes et qui vont mettre ce principe même de sobriété au cœur même de l'élaboration des politiques publiques, donc ce qui va venir aussi interroger nos organisations, hein, qui, il faut bien le dire, aujourd'hui sont encore très organisées en silo, donc il y a aussi cet enjeu à faire remonter ce sujet sobriété, à le sortir, pour le dire un peu rapidement, du service énergie qui s'occupe uniquement de ce sujet-là pour venir sur des endroits où c'est beaucoup plus stratégique, beaucoup plus surplombant. Donc voilà pour cette dernière dimension liée à nos regards, hein, à la fois d'experts, mais de personnes surtout qui au quotidien accompagnent des collectivités, des organisations qui sont confrontées à ce sujet. Je vous propose de prendre une dernière tournée de questions. Il y en a un certain nombre qui ont été proposés dans le chat, auxquels on va vous répondre avec Laure et avec Samuel. Pour donner le ton, je vais peut-être commencer par une première question qui avait été posée, hein, donc sur justement la sémantique derrière le terme sobriété et sur le fait que les définitions de virage énergie, de négawatts, ne sont pas forcément les mêmes que celles du gouvernement. Et donc, en effet, hein, ce qui se joue à l'heure actuelle, c'est une guerre des récits, une guerre de la sémantique autour du terme de sobriété qui, il faut le rappeler, est quand même inscrit dans la loi française depuis 2015, hein, depuis la loi de transition énergétique. Et sur laquelle un certain nombre d'acteurs travaillent depuis plusieurs années. Nos associations, nos structures respectives qui organisent aujourd'hui ce webinaire, mais aussi un certain nombre de sociologues, d'économistes qui ont exploré ce sujet-là. Et en effet, nous, on ne rattache pas du tout la sobriété à une notion de gestion de la pénurie ou à des notions de restriction, hein, comme peuvent le faire certains de nos dirigeants politiques, mais au contraire comme un moyen de répondre à la fois aux enjeux environnementaux et aux enjeux sociaux. Et donc, ça nécessite aussi de réexpliquer constamment ce qu'est la sobriété, alors à la fois aux acteurs publics, mais aussi à un certain nombre d'acteurs qui sont aussi prescripteurs d'opinion. Je pense notamment aux journalistes, hein, qui souvent font aussi des confusions entre sobriété et efficacité. Et donc, ça doit passer par un grand travail de pédagogie et aussi d'illustration de ce qu'est la sobriété, puisqu'il y a déjà énormément d'organisations, de collectivités qui mettent en place des choses, alors qu'elle l'appelle sobriété ou non, hein, mais il faut donner à voir aussi à quoi ça ressemble pour montrer que justement la sobriété, c'est tout, sauf des mesures de restriction énergétique pour passer une crise ponctuelle. Donc ça, c'est aussi notre rôle, hein, en tant qu'association et organismes qui ont dû plaidoyer sur ces questions-là, c'est de donner à voir aussi ce que c'est. Il y avait des questions, une question technique, Samuel, tu veux la prendre? Oui, il y avait des questions sur les retours, et notamment sur l'arrêt de la ventilation, avec signalement qu'il est dangereux d'arrêter la ventilation en inoccupation. Alors, rapidement, non, hein, il n'y a aucun problème à arrêter la ventilation hygiénique quand personne dans les locaux. La ventilation hygiénique, elle est là pour renouveler l'air quand les gens sont là. Donc, si on redémarre suffisamment tôt pour avoir renouvelé le volume d'air avant que les gens n'arrivent, on n'a aucune contre-indication. Si on constate des moisissures ou des problèmes de qualité d'air spécifiques en arrêtant la ventilation, c'est qu'on a une pathologie par ailleurs. Donc, il faut résoudre cette pathologie, pas la ventilation, de pallier un problème pathologique. Et pour la ventilation hygiénique, on n'a aucune contre-indication à l'arrêter et c'est au contraire recommandé. L'autre dernier point de vigilance, c'est si la ventilation n'est pas qu'hygiénique. Donc, si on fait aussi du chauffage par l'air ou du froid par l'air ou des problèmes de qualité d'air spécifiques, de conservation d'œuvres ou autres, là, il faut prendre des précautions, mais dans l'immense majorité des cas où on est juste là à ventiler pour renouveler l'air, on n'a pas de contre-indication. Du coup, il y avait une autre question sur l'aspect un peu de dissonance entre les discours et les actes au niveau national notamment. Alors, c'est aussi quelque chose qu'on porte. On a effectivement un double discours aujourd'hui sur une volonté affichée d'aller déployer de la sobriété et de l'inscrire de manière structurelle. Et d'un autre côté, des actes et des orientations qui sont basées sur des fortes augmentations de la consommation et des choix qui ne sont pas cohérents avec ça. Donc ça fait partie des activités de plaidoyer qu'on mène pour travailler auprès des acteurs nationaux
souligner ça. Et après, à l'échelon local, Barbara, je te laisse peut-être compléter sur la partie territoriale. Oui, oui, tout à fait. Bah, dire aussi que, alors même si certaines collectivités travaillent sur le sujet de la sobriété depuis plusieurs années, c'est quand même globalement quelque chose de nouveau qui est arrivé ces derniers mois avec la crise énergétique qu'on connaît. Et donc, ça suscite énormément de réflexions en interne, hein, que ce soit à la fois du côté des élus, mais aussi du côté des services. Et donc, il y a des dynamiques qui sont en train de se mettre en place et qui va être justement intéressant d'observer parce que jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment d'observatoire de la sobriété à l'échelle nationale. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on accompagne. Ce qui est intéressant, c'est ce que je disais tout à l'heure, à l'échelle des documents de planification, des documents d'urbanisme, il se joue énormément de choses, hein. On a aussi ce millefeuille administratif français qui, mine de rien, peut être un levier assez important de transition et qui peut venir justement voilà, focaliser et permettre de mettre en place davantage de politiques de sobriété. On accompagne par exemple actuellement la région Bretagne sur le volet sobriété de leur SRADET dans une perspective de révision. Donc il y a aussi cet enjeu à ce que le sujet sobriété remonte dans les documents qui sont à l'heure actuelle élaborés ou en cours de révision pour qu'on puisse avoir cette vision beaucoup plus systémique, beaucoup plus interterritoriale, parce que derrière ça pose aussi des questions de gouvernance, des questions d'accompagnement. Et en effet, la sobriété va bien s'articuler entre le national et le local. Et j'ajouterais même, en fait, la sobriété a plutôt intérêt à s'articuler au niveau local, parce que très clairement, on ne va pas être sobre de la même manière en plein centre de Paris que dans un territoire rural de la Drôme. Et donc, il y a cet enjeu aussi à faire du sur-mesure et à adapter les leviers de sobriété aux réalités géographiques et socio-économiques des différents territoires français. Et c'est aussi là-dessus qu'on travaille pour faire en sorte de ne pas avoir des grandes normes nationales qui tombent comme ça du ciel et qui sont totalement non pertinentes avec les réalités locales, ce qui favorise aussi l'appropriation de la sobriété. Et on plaide aussi pour qu'il y ait une co-construction de ces stratégies, de ces plans de sobriété, pour que ça corresponde au plus près du besoin, encore une fois, des habitants et des institutions. En complément, il y a eu des questions sur la mesure, sur les indicateurs de suivi aussi du plan de sobriété. Donc aujourd'hui, c'est un travail qui est initié là maintenant par le gouvernement, qui convie un certain nombre d'acteurs, des sollicitations pour faire remonter ces choses-là, mais c'est quelque chose qui n'avait pas été initié. La publication du plan de sobriété en octobre n'a pas été suivie de spécifique sur la construction d'un tableau de bord avec des indicateurs de suivi. Donc aujourd'hui, on ne sait pas bien expliquer dans le détail ce qu'il en est. Donc, c'est un travail qu'on essaie de mener, Négawatt en partenariat avec nos partenaires proches, par exemple l'enquête actée ou des choses qu'on essaie de compiler. Et on pousse pour la création d'un véritable observatoire, et notamment par rapport à des indicateurs pour amplifier ça sur des questions de justice sociale, comme l'a souligné Barbara. Et enfin, on pousse aussi pour souligner le rôle important de l'État pour orchestrer cette dynamique sobriété. Vraiment une question d'entraînement de la dynamique collective à différents niveaux que peut et doit jouer l'État. Il doit jouer davantage que ce qu'il le fait aujourd'hui, selon nous. J'ajouterais qu'il y a un énorme chantier sur les indicateurs de suivi et d'évaluation de la sobriété. Au-delà des économies d'énergie et des économies financières, il y a un enjeu aussi à qualifier et à quantifier les co-bénéfices de la sobriété, que ce soit des co-bénéfices environnementaux, sanitaires ou également sociaux. Et ça, c'est tout un champ nouveau aussi de l'évaluation des politiques publiques qui s'ouvre, qui va nécessiter davantage de transversalité, qui va nécessiter de s'intéresser aux indicateurs de qualité de vie, de bien-être, et puis peut-être aussi de qualifier d'éventuels effets rebonds de la sobriété. Et là aussi, c'est des sujets sur lesquels on travaille. On essaye de se mettre en lien avec des sociologues, des économistes qui sont déjà avancés sur ces sujets pour en donner aussi une traduction territoriale et pour sortir de la simple injonction aux économies d'énergie. C'est important aussi de qualifier ce cas de transformatif au niveau de la société, la sobriété. Je vais prendre une question, moi, qui était autour de l'acceptabilité de la notion de contrainte par les Français. Comment ouvrir la voie à la possibilité d'adopter des mesures contraignantes. Alors, cette question de la contrainte,
On a tous certainement des idées de ce qui serait légitime de rendre contraignant, parce que peut-être pour nous, c'est une évidence et c'est une nécessité. Ce que nous disent les sciences humaines et sociales là-dessus, c'est qu'effectivement, la fabrique de la loi, de la réglementation, du cadre collectif, elle est un petit peu plus complexe que ça, parce qu'elle est collective. On peut peut-être du coup refaire le lien avec un élément que j'avais apporté en première partie, qui est justement l'appel peut-être exprimé par le panel par rapport au scénario Transition 2050, l'appel à une plus grande implication dans les processus démocratiques et de décision. C'est pas dogmatique, c'est vraiment une histoire d'appropriation et de décision collective et de maturité collective. Donc on peut faire le lien aussi là-dessus avec la Convention citoyenne, dont on a notamment tiré comme conclusion que les personnes impliquées, pour forcément a priori très concernées par le sujet, mais qui ont été partie prenante d'un processus collectif qui les a fait monter en compétences, ont été plus loin qu'on aurait pu imaginer, même en termes d'obligations et de prescriptions à cet endroit-là. Et je finirai par une petite anecdote qui est assez intéressante et justement une illustration très concrète sur le terrain. Donc là, je redescends au niveau local, c'est une collectivité qui nous racontait qu'à la mise en place des nouvelles consignes de température, ils ont eu ils mettaient en place un espace collectif pour avoir les retours des usagers, et qui avait levé de bouclier des associations sportives, en tout cas des clubs sportifs de haut niveau, en disant « mais moi j'ai plus de blessures parce que mes sportifs se mettent en route sans être échauffés et que du coup c'est pas possible ». Et puis en discussion avec des responsables d'agents techniques qui disaient « mais nous on a des gens qui se lèvent à 4h30 du mat' et dont il est important que la zone de repos et la zone de vestiaire soient des zones qui soient vraiment confortables parce qu'ils ont des modes de vie durs, ils ont des vies dures et du travail en atelier ou dans des conditions vraiment dures. Vous voyez, donc il y avait des discussions qui se passaient de pair à pair plutôt que le bureau des pleurs auprès de la collectivité. Et donc cette régulation d'entendre les besoins de l'autre, elle peut se passer aussi sur le terrain et elle aide à formuler une vision collective. Merci beaucoup, Laure. Alors, on a encore beaucoup de questions, mais malheureusement, ce webinaire arrive à sa fin. Merci beaucoup pour vos contributions. Il y a eu des échanges très, très riches sur le chat. On vous remercie. Vous étiez nombreux aujourd'hui et vous êtes beaucoup à être restés avec nous jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup. Nous vous enverrons le replay de la séance ainsi que les liens vers les différentes ressources qui ont été citées, ainsi que le PowerPoint également courant du mois de mars. Et on vous souhaite une bonne continuation et à très vite pour continuer de parler de ce sujet-là qui est passionnant et dont je pense que nous n'avons pas fini d'entendre parler. Bonne journée à tous.